Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Mohamed Akrdad, doctorant à la Faculté des Sciences et Techniques, laboratoire Génie mécanique FES. Dans cette vidéo, je vais essayer d'expliquer une méthode très importante et d'actualité. C'est la méthode de contournement de brevet, le patent circumvention. Dans le cours de Reverse Engineering and Prototyping, nous avons vu un processus de l'ingénierie inverse pour démonter des produits existants. L'objectif est de faire une analyse pour avoir, des fonctionnalités techniques, pour tirer les fonctionnalités techniques à imiter. Ces fonctionnalités techniques peuvent être utilisées pour développer un nouveau produit ou pour la reconception de produits disséqués. Et lorsqu'on développe ce produit-là, on risque de tomber dans l'infraction de brevet, le patent infringement. Pour répondre et remédier à cette problématique, nous utilisons le patent circumvention pour contourner ce brevet-là. Dans cette présentation, je vais d'abord expliquer la méthode de contournement de brevet. Ensuite, dans la deuxième partie, je vais donner un exemple pour illustrer la méthode de contournement de brevet. Qu'est-ce que ça veut dire déjà un brevet? Selon l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, le brevet est un droit exclusif accordé pour une invention. En d'autres termes, un brevet est un droit exclusif sur un produit ou un processus qui fournit généralement une nouvelle façon de faire ou offre une nouvelle solution technique à un problème. Pour obtenir un brevet, les informations techniques relatives à l'invention doivent être divulguées au public dans une demande de brevet. En général, un brevet est un titre de propriété industrielle qui donne à la personne physique ou l'entreprise le droit de jouir de l'invention et aussi d'interdit à toute autre entité d'exploiter ce même brevet. Passons maintenant à la structure de brevet. Un brevet contient essentiellement des informations sur l'invention, telles que le numéro de brevet, le résumé, la description de brevet et aussi les revendications. Et on peut trouver d'autres informations techniques sur le brevet. La partie la plus importante dans le brevet est les revendications. Donc, c'est quoi la définition de revendication? Les revendications font partie de brevets qui définit l'étendue de la protection juridique recherchée pour une invention. La description et les dessins servent à interpréter les revendications. En général, les revendications sont les fonctionnalités techniques de système. On trouve deux types de revendications, les revendications indépendantes et les revendications dépendantes. Les revendications indépendantes contient les caractéristiques principales de l'invention. Toute revendication indépendante peut être suivie d'une ou de plusieurs revendications dépendantes relatives à des aspects particuliers de l'invention. Nous avons bien compris maintenant qu'est-ce que ça veut dire un brevet et aussi la structure d'un brevet. Et donc, on va passer pour définir le patent circumvention ou le contournement de brevet. Selon la littérature, le contournement de brevet est utilisé pour concevoir une solution similaire basée sur un brevet concurrent, mais non équivalent au brevet existant. Donc, il y a plusieurs avantages de cette technique-là. Donc, premièrement, il va réduire les coûts de recherche et développement. Et aussi, les entreprises pourraient utiliser cette technique pour améliorer leur propre stratégie de protection des brevets et aussi éviter d'être conçus par d'autres concurrents. Donc voilà un exemple qui montre le contournement d'une machine. La figure à gauche montre un brevet d'une machine de moulage par injection. Et après le contournement de ce brevet-là, donc, ils ont conçu une machine de moulage par injection avec d'autres fonctionnalités techniques par la méthode de patent circumvention. Et donc, ils ont obtenu un brevet
contourner. Il existe plusieurs processus de contournement de brevets dans la littérature. Je présente dans ce slide une architecture simplifiée de processus de contournement de brevets. Ce processus est constitué de 4 phases essentielles: Initial Problem Description, Problem Identification, Problem Solving and Specific Solution. Dans les slides qui suivent, je vais expliquer chaque phase de ce processus. Commençons par la première phase, Initial Problem Description. Cette phase-là contient 4 étapes essentielles. La première étape est Initial Problem Statements. Cette première étape consiste à énoncer le problème initial. C'est-à-dire, si on veut contourner un système breveté, donc il faut définir premièrement la fonctionnalité principale et les défauts du système, ainsi les composants de notre système et les ressources potentielles qui peuvent être utilisées dans les étapes futures, y compris les ressources de temps, les ressources d'espace et les ressources fonctionnelles. La deuxième étape, Ideal Final Results, consiste à décrire la solution à un problème technique. Dans cette étape, les concepteurs présentent une solution en se basant sur ces 4 caractéristiques. Donc, premièrement, il faut éliminer les déficiences du système original. Deuxièmement, préserver les avantages du système original. Troisièmement, il ne faut pas rendre le système plus compliqué. Il faut utiliser seulement les ressources gratuites ou disponibles. Et quatrièmement, il ne faut pas introduire des nouveaux inconvénients. La troisième étape, c'est l'étape qu'on cherche. On cherche un brevet de notre système. Donc, Target Patent Search. Donc, cette étape semble assez facile, mais elle nécessite souvent beaucoup de temps afin de chercher des brevets pertinents et ciblés. Donc, les concepteurs doivent prendre beaucoup de temps pour trouver les brevets pertinents dans la base de données de brevets. Voilà quelques sites pour chercher des brevets. Il convient de souligner qu'il est préférable de chercher des brevets de systèmes étudiés. S'il n'y a pas de brevet de système, si on ne trouve pas par exemple un brevet de notre système étudié, donc on va bien sûr chercher un autre brevet qui est similaire, que ce soit au niveau des sous-systèmes ou au niveau des fonctionnalités techniques. La dernière étape de la première phase est Patent Claim Decomposition. Donc, cette étape-là consiste à comprendre les informations techniques de brevet. Pour cela, il faut détailler le brevet, plus précisément les revendications. Comme nous l'avons déjà expliqué précédemment, les revendications, tout simplement, sont les fonctionnalités techniques du système. Et donc, pour déterminer s'il y a une violation ou non, il est nécessaire de comparer les caractéristiques techniques entre les revendications de brevet et la technologie de contrefaçon. Donc, cette figure-là montre et illustre le processus de décomposition des revendications. C'est très simple. Donc, on décompose les revendications. Donc, on lit attentivement les revendications, puis on tire de ces revendications-là les fonctionnalités techniques. Donc, je vais bien expliquer cette partie-là de décomposition des revendications dans la deuxième partie de cette présentation. Je vais récapituler un peu tout ce que nous avons présenté dans la première phase Initial Problem Description. Donc cette phase-là contient 4 étapes essentielles. La première étape, Initial Problem Statements.
La deuxième étape, Ideal Final Results. Troisième étape, Target Patent Search and Patent Claim Decomposition. Donc, dans cette phase-là, il faut énoncer le problème initial. Deuxièmement, il faut décrire et donner une solution à ce problème-là. Troisièmement, il faut chercher un brevet pertinent. Et si on ne trouve pas un brevet de notre système, donc on va chercher un brevet similaire, que ce soit au niveau des fonctionnalités techniques ou au niveau des sous-systèmes. Et finalement, on va lire le brevet, on va décomposer les revendications pour bien comprendre notre système et le brevet. On va passer maintenant pour expliquer la deuxième phase de notre processus de Patent Circumvention, Problem Identification. La première étape de la deuxième phase, Problem Identification, consiste à dessiner la structure fonctionnelle du système étudié. Donc les principaux objectifs de la structure fonctionnelle est d'identifier la séquence d'action des sous-fonctions et leur relation interne et de trouver quelle fonction doit être améliorée. Donc cette figure-là montre comment il faut dessiner la structure fonctionnelle. Donc il se caractérise par des entrées et des sorties, ainsi des interrelations sous forme d'énergie, d'information et de matériaux. La deuxième étape est le functional model ou le modèle fonctionnel. C'est à peu près la logique de force flow diagram. Donc on présente les composants de notre système ainsi les relations mécaniques entre les composants. Donc dans cette étape-là, il faut dessiner le functional model qui consiste à évaluer la performance de la fonction et à identifier les désavantages fonctionnels des composants. Donc ce qui peut nous aider à repenser l'orientation potentielle de la solution qui n'avait pas été envisagée auparavant. Donc pour dessiner le functional model, il faut présenter les composants. Il faut présenter, voilà un exemple de modèle fonctionnel d'une machine. Donc voilà, ce sont des composants et voilà l'interaction entre les composants. La troisième étape, c'est l'analyse des causes racines. Donc lorsqu'on dessine la structure fonctionnelle et le modèle fonctionnel, c'est à un moment-là qu'il faut identifier les fonctions ou les fonctionnalités nuisibles du système. Lorsqu'on dit les fonctionnalités, on dit les composants. Donc l'objectif principal de cette étape est d'identifier les causes racines de la fonction nuisible. Donc il existe plusieurs méthodes qui peuvent être utilisées dans cette étape-là. Donc l'objectif principal est d'identifier la fonctionnalité nuisible pour contourner cette fonctionnalité-là. La dernière étape de la deuxième phase, c'est les stratégies de contournement de brevet. Pour éviter une violation de brevet, 3 stratégies ont été développées dans la littérature. Try-min, substitution, évolution. Pour la première stratégie, try-min, c'est le découpage. Donc, on va découper un ou plusieurs fonctionnalités techniques et transformer sa fonction à d'autres composants du système. Donc, je vais donner un exemple. Donc, on a, avant le contournement, on a les fonctionnalités techniques de brevet A plus B plus C plus D. Donc, et après le contournement, nous trouvons les fonctionnalités suivantes. A plus B plus C2. C'est-à-dire que les fonctionnalités C et D ont été découpées, ont été supprimées, ont été éliminées et aussi
transformer leur fonctionnalité à un autre composant qui réalise la fonctionnalité technique C2. La deuxième stratégie est la substitution, c'est-à-dire remplacer un ou plusieurs fonctionnalités techniques avec une solution existante d'une autre technologie et qui réalise la même fonction. Comme vous voyez, donc la fonctionnalité D avant le contournement a été remplacée par la fonctionnalité E après le contournement. Et la dernière stratégie, évolution, donc évoluer un ou plusieurs fonctionnalités techniques pour obtenir la même fonction. Donc la fonctionnalité C a été évoluée pour devenir C'. Et donc maintenant le concepteur doit choisir la stratégie de contournement de brevet pour l'utiliser dans l'étape suivante. À ce stade-là, nous avons dessiné la structure fonctionnelle et le modèle fonctionnel de notre système étudié et le brevet. Aussi, nous avons cherché les causes racines et les fonctionnalités nuisibles et nous avons choisi la stratégie de contournement. Maintenant, on va aller chercher la solution à notre problème, la solution technique à notre problème en utilisant seulement la stratégie de contournement de brevet try-min, le découpage, parce que elle est simple, elle est forte. La première étape de la troisième phase problem solving, donc c'est le try-min, le découpage. Donc maintenant, dans cette phase, ou dans cette étape-là, l'objectif est de trouver des solutions aux problèmes tirés dans les étapes précédentes. La méthode la plus efficace pour contourner les brevets est la méthode de try-min, le découpage. Il consiste à découper une ou plusieurs fonctionnalités techniques et transformer sa fonction à un autre composant de système. En d'autres termes, le principe sous-jacent de découpage pour la conception de brevets est celui qui élimine une ou plusieurs caractéristiques techniques et redistribue leurs fonctions utiles parmi les composants restants dans le système. Découper la fonction est réalisé par trois éléments: le porteur de fonction, l'objet de la fonction et le principe d'action entre eux. Voilà, il y a plusieurs principes pour la coupe, y compris trois règles essentielles: la règle A, la règle B et la règle C. Comme j'ai dit, il y a trois éléments qui réalisent la fonction. On a le porteur de la fonction, l'objet de la fonction et l'action entre eux. Voilà. La règle A, qu'est-ce que ça veut dire la règle A? Pour le try-min, pour le découpage. Donc on va découper la règle A. On va découper où le porteur de fonction peut être coupé si l'objet de la fonction est coupé. Je répète, le porteur de la fonction peut être coupé si l'objet de la fonction est coupé. La règle B. Le porteur de la fonction peut être coupé si l'objet de la fonction peut effectuer lui-même la fonction utile. La règle C. Le porteur de la fonction peut être coupé si un autre composant existant remplit sa fonction utile. Voilà, ce sont trois règles pour la stratégie de contournement de brevet try-min, découpage. Donc je vais expliquer ces trois règles-là. Je vais expliquer la méthode try-min, par l'exemple sur la figure.
Voilà, la figure A montre un USB avec une pièce qui protège la tête de USB. Donc, euh, l'exemple montre qu'il faut découper ou supprimer la pièce qui protège le USB. Et donc, voilà, c'est le porteur de fonction, c'est la pièce. L'objet de la fonction, c'est le USB, c'est le reste de produit. Et c'est quoi l'action? C'est de protéger. C'est protéger le USB. Donc, ils ont utilisé la règle P. Ils ont utilisé la règle P. Donc, ils ont supprimé la pièce qui protège le USB. Puis, c'est l'objet de la fonction qui peut effectuer lui-même la fonction. Donc, le bâti ou le bâti de USB qui va bien sûr effectuer lui-même la fonction de protéger le USB. Donc, et voilà, la figure B montre plusieurs produits qui montrent que le bâti qui protège la tête de USB. Dans l'étape précédente, Try-Me, les concepteurs ont développé bien sûr un concept selon la méthode de contournement de brevet. Bien sûr, ce concept-là a plusieurs problèmes, que ce soit des problèmes physiques ou des problèmes d'ingénierie. Et donc, pour résoudre ces problèmes-là ou ces contradictions, en utilisant la méthode de Trees, qui est développée par l'ingénieur soviétique Alchorl en 1946. Donc cette méthode-là consiste à répondre aux problèmes de contradiction. Ces contradictions peuvent généralement être divisées en deux types, des contradictions d'ingénierie et des contradictions physiques. Des contradictions d'ingénierie impliquant deux paramètres différents du système d'ingénierie. Cela signifie que la tentative d'améliorer d'un paramètre conduit à l'aggravation d'un autre paramètre. Et pour les contradictions physiques, ce qui signifie deux exigences opposées sur un paramètre du système d'ingénierie. Voilà un site qui montre tous les principes d'invention pour répondre et pour résoudre les contradictions, que ce soit physique et d'ingénierie. La dernière phase, c'est Specific Solution. Donc, il reste maintenant, dans cette phase-là, d'évaluer l'infraction de brevet, c'est-à-dire de comparer les caractéristiques techniques de nouveaux modèles avec les caractéristiques techniques de brevet original. On commence par la comparaison de ces caractéristiques littéralement. C'est la règle de tous les éléments. C'est-à-dire que les caractéristiques techniques de nouveaux concepts sont les mêmes que les caractéristiques techniques de brevet original. C'est oui, il y a de l'infraction de brevet. Sinon, on passe à la doctrine des équivalences. La doctrine des équivalents, c'est-à-dire si les éléments correspondent à ceux des revendications, mais ils sont sensiblement différents. Selon la doctrine des équivalents, la comparaison n'est pas seulement littérale, mais elle doit également comparer toutes les composants de l'objet accusé avec celles de l'objet protégé par brevet, pour avoir si un ou plusieurs éléments sont égaux ou non. Si on n'a pas de la doctrine d'équivalent, cela implique qu'il n'y a pas d'infraction. Si oui, on passe à l'estoppel. Qu'est-ce que ça veut dire l'estoppel ou la règle de l'estoppel? Les demandeurs ou les concepteurs ne possèdent pas les droits de transformation de brevet. Si oui,
on n'a pas d'infraction. Sinon, on tombe dans l'infringement. Si on a de l'infraction de brevet, on va retourner vers l'étape de try-me pour découper le brevet original pour ne pas tomber dans l'infraction. Lorsqu'on vérifie qu'on n'a pas d'infraction de brevet, à ce moment, on utilise des méthodes de fabrication pour construire notre concept. D'autres méthodes peuvent être utilisées, comme la méthode de Six Sigma, pour améliorer la qualité de notre produit. Merci pour votre attention.